Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle démonstration. Nous serons avec la société, l'entreprise Arcade Software dans quelques instants. Dans le cadre, bien sûr, du FIC édition 2023. Heureux de vous accueillir, Rémi Sinaud. Vous êtes architecte de solutions. Alors, je vais donner l'intitulé de cette démonstration avant de passer évidemment à l'action directement dans cette présentation. Donc, vous allez nous parler, entre autres, d'un DOT, c'est ça donc, un DOT, voilà, directement. Donc anonymiseur, pour être exact, l'outil d'anonymisation qui masque les données personnelles tout en gardant leur cohérence et leur exploitabilité. Voilà, écoutez, je vous l'espère, c'est vous l'expert. Bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter DOT Anonymizer, qui est une solution qui permet d'anonymiser les données en provenance de la production et donc pour les mettre à disposition des autres environnements, que ce soit les environnements de test, de développement ou d'outsourcing. Donc le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, c'est qu'on a des données identifiantes à caractère personnel, comme je disais, qui sont utilisées en dehors de ce contexte sécurisé de la production. C'est pourquoi on a mis en place notre solution qui permet dans un premier temps de venir détecter vos données identifiantes au travers de règles et dans un second temps de venir les anonymiser, donc de manière irréversible, ou également de les pseudonymiser pour faire un retour arrière sur les données d'origine. On a une technologie qui est basée sur l'homonymie et le cache. L'homonymie, c'est quoi? C'est le fait de remplacer un nom par un autre nom, un prénom par un autre prénom, et ceci permet en fait de garder l'exploitabilité de la donnée pour les testeurs éventuellement. Donc on va anonymiser, comme je disais, un nom par un autre nom, un prénom par un autre prénom, et au lieu de faire autrement, qui serait par exemple de garder la première lettre et de mettre des X partout. Et le cache, c'est l'environnement dans lequel on va pouvoir gérer toute la cohérence, que ce soit inter ou intra-base de données. C'est-à-dire que si par exemple j'ai Jean Dupont dans une base MySQL, Jean Dupont dans une base PostgreSQL, le but c'est d'avoir le même résultat d'anonymisation de part et d'autre. Je le disais, donc on fait de l'anonymisation qui est irréversible, mais on fait également de la pseudonymisation. On travaille en général sur une copie de la production, qu'on viendra updater, donc anonymiser, mais on travaille également à la volée grâce à nos API. La solution est interfaçable, donc avec des ETL, des ordonnanceurs, et on peut personnaliser les algorithmes d'anonymisation. On le verra un peu plus tard dans la démonstration technique. C'est un langage qui s'appelle le Groovy et qui est proche du JavaScript et du Python. Donc c'est vraiment un langage assez, on va dire, verbose et qui est simple à manipuler. En termes d'architecture, ici, on va retrouver à gauche le studio d'Anonymizer. C'est là où on va venir paramétrer tout ce qui est moteur pour l'anonymisation, règles pour la détection, et on va créer nos projets dans ce studio-là. On a également le CLI, pour tout ce qui est process d'automatisation, pour lancer des scripts batch, des scripts SH. Et le studio, lui, peut s'installer sur du Windows, mais également sur du Linux. À droite, on retrouve le serveur d'Anonymizer. Donc c'est là où tous les process en fait, vont être exécutés. Donc on va retrouver tout ce qui est anonymisation, tout ce qui est détection, qui vont être enclenchés dans ce serveur .anonymizer. Et ce serveur lui-même va être connecté à toutes vos bases de données que vous souhaitez anonymiser, ainsi que vos fichiers plats. Le serveur peut être installé sur du Windows, du Linux, ou encore sur de l'IBM. On retrouve ici une liste des bases de données que l'on gère actuellement. On retrouve un très grand nombre de bases de données, MySQL, PostgreSQL, donc je ne vais pas toutes les citer, mais on les retrouve ici. Et en haut du schéma, on retrouve nos web services qui permettent d'anonymiser à la volée. Je vais passer maintenant à la démonstration technique. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'interface DOTA, l'interface qui est un studio Eclipse. Dans un second temps, je vous présenterai également mes données, je vais venir anonymiser. Et pour finir, j'exécuterai le process d'anonymisation pour qu'on puisse voir l'avant-après. Donc là, on est dans le studio Eclipse .anonymizer, et comme je disais, j'ai perdu le partage. Non, mais je crois que j'ai appuyé sur quand j'ai quitté le diapo. Parfait. Merci beaucoup.
Donc ici, on est dans le studio d'AutoAnonymizer, et comme je le disais, c'est là où on va venir paramétrer tout ce qui est projet d'anonymisation, moteur pour l'anonymisation, les règles pour la détection, et c'est là où on pourra exécuter nos projets. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai un projet MySQL. Je retrouve les tables que je vais anonymiser, la table client, la table adresse, et un peu plus bas, la table account. Ici, ce sont les champs que j'anonymise et les règles que j'applique pour anonymiser chaque champ. J'ai également donc, un projet PostgreSQL où là, je vais avoir qu'une seule table, la table client, que je vais également anonymiser. Maintenant, je vais vous parler des moteurs. Un moteur, c'est quoi? Un moteur, c'est ce qui va me permettre donc d'anonymiser la donnée. Un moteur, lui, va contenir un algorithme de transformation. Donc, pour créer un moteur, c'est simple. On clique juste ici sur créer un nouveau moteur. Ça va arriver. Et donc, les algorithmes de transformation, on en a plusieurs donc, déjà disponibles dans la solution. On a des algorithmes de transformation qui vous permettent d'anonymiser à partir d'un annuaire. Donc, on peut plugger en fait, des annuaires à la solution, des annuaires de nom ou de prénom. Dans mon cas, j'utilise un annuaire donc, de l'INSEE pour anonymiser des prénoms. On peut également trouver des algorithmes de transformation qui permettent de rajouter du bruit statistique sur la donnée, donc qui s'appellera le Noise Engine. Ça sera plus pour des données, on va dire, des données numériques. On a également un moteur qui fait du full random, donc qui permet donc d'anonymiser de la donnée, que ce soit de la donnée alphanumérique, ou même au travers d'une expression régulière. Et comme je vous le disais, on peut également créer nos propres algorithmes de transformation grâce au Groovy. Donc ça, c'est un exemple de script Groovy qui me permet d'anonymiser un champ Facebook. Comment ça marche? Donc j'ai défini ici une variable prénom. J'utilise une méthode propre à notre solution qui s'appelle dataGetFieldAnonymizeValue. Donc je récupère la valeur anonymisée du prénom. Je fais pareil ici. Je vais récupérer la valeur anonymisée du nom. Et je vais concaténer donc, ces deux variables que je vais renvoyer dans le résultat. Et donc je vais avoir un champ Facebook qui sera cohérent avec le prénom anonymisé et le nom anonymisé. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, un moteur que j'utilise dans mon projet, donc, qui est un Directory Engine. Comme je le disais, le Directory Engine, c'est un moteur qui vous permet de vous connecter à un annuaire et récupérer des données dans cet annuaire et d'aller les remplacer dans la base que vous souhaitez anonymiser. Donc moi, ici, c'est un annuaire issu de l'INSEE. Je récupère donc la colonne genre et la colonne prénom. Et en fait, le moteur va aller piocher ces données-là pour aller les remplacer dans la base que je souhaite anonymiser. Maintenant, je vais vous parler des règles. Donc une règle, c'est quoi? Une règle, c'est ce qui va me permettre de faire de la détection. Une règle ici peut prendre 4 paramètres différents. Je peux faire de la détection donc, sur les métadatas, donc le nom de la colonne ou sur la description, en renseignant une expression régulière, comme ceci. Je peux également faire de la détection directement sur les données, en renseignant également une expression régulière. Donc là, on peut le voir, ici, c'est une règle qui permet de détecter des IBAN. Donc là, je vais avoir donc, une expression régulière pour détecter des IBAN. On renseigne également le nombre de données qu'on souhaite contrôler et le pourcentage de match entre mon expression régulière et les données que je contrôle. Je peux également faire de la détection grâce à un annuaire également. Donc ça va fonctionner de la même manière que le moteur. Je vais ici me plugger un annuaire. Ça peut être une base de données ou un fichier plat. Je vais aller piocher des données dans cet annuaire et voir si elles matchent avec la base ou les fichiers que je souhaite faire la détection. Et pour finir, on peut également faire de la détection grâce à des scripts Groovy. À partir de là, je vais pouvoir créer un jeu de règles. Le jeu de règles, en fait, va contenir toutes les règles que je souhaite utiliser pour lancer ma détection. Ici, je vais retrouver, par exemple, dans mon cas, des règles pour détecter des noms de famille, des règles pour détecter des RIB, des numéros mobiles, date de naissance, Twitter, adresse. Et à partir de là, je vais pouvoir me rendre dans la détection. Juste ici. Je vais pouvoir lancer une nouvelle détection. Et en fait, pour les règles et pour les moteurs, on vous met déjà à disposition, donc dans la solution, des règles en built-in, et pareil pour les moteurs, mais vous pourrez également modifier ces règles-là
ou créer vos propres règles ou vos propres moteurs d'anonymisation. Donc avant de passer à la détection, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les données. Je vais en profiter donc, pour fermer, voilà. Parfait. Donc ici, dans mon cas, j'ai une base de données MySQL et une base de données PostgreSQL. Dans ma base MySQL, je vais retrouver des données assez classiques. Je vais avoir du prénom, du nom, de la date de naissance, données mobiles, mail. Et on peut voir que déjà, avant anonymisation, on a déjà une cohérence dans cette base de données, dans cette table-là. Dans le mail, j'ai retrouvé le nom et le prénom de la personne. Ou encore, dans le numéro de sécurité sociale, j'ai le genre en premier digit, 91 qui correspond à son année de naissance, et 09 qui correspond à son mois de naissance. Juste ici, 9109. Ensuite, je vais avoir du Twitter, du Facebook. J'ai une table adresse avec de l'adresse classique, adresse, code postal, ville, pays. J'ai une table compte, pareil, j'ai un IBAN que si je décompose ici, je vais retrouver le code banque, 12312, le code bureau, 37530, et également le numéro de compte qui est 1549, juste ici. Et pour finir, donc j'ai une base PostgreSQL ici qui contient donc une seule table, la table client, avec cette fois-ci la cohérence inter-base de données. Je vais retrouver Chirel Dimpre, son adresse, son mail, et j'ai un champ commentaire dans lequel ici je vais retrouver des données personnelles telles que son prénom, son nom, ainsi que son adresse. Donc j'ai un petit souci avec mon ordinateur, petit instant. Voici, fin de tâche. Parfait. Et donc là, je vais passer à une des manières d'exécuter un projet d'anonymisation. La première, donc la plus simple, ça va être de le faire via le studio directement. Donc je vais faire un clic droit sur le nom du projet et je vais pouvoir l'exécuter. Une autre manière de le faire, c'est via le CLI pour les process d'automatisation. Et la dernière manière de le faire, c'est via l'interface Web React que je vais vous présenter juste après. Donc là, je vais réouvrir le studio. J'ai mon ordi qui a planté. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est pas grave. En attendant que ça revienne, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'interface Web React. Donc ici, on va retrouver donc, tous nos projets d'anonymisation, donc nos projets qui ont été créés dans le studio. Je vais pouvoir retrouver également tous les process d'exécution. Donc là, par exemple, quand j'ai exécuté mon projet, si je clique sur une exécution de projet, je vais pouvoir voir donc, quel projet a été exécuté, sur quelle version du serveur et sur quels sont les champs qui ont été anonymisés. Je vais également retrouver ici mes résultats de détection et également un rapport d'exécution où là, donc, je vais retrouver les projets qui ont été exécutés, le nombre de données qui ont été anonymisées, le nombre de champs, le nombre de tables et le nombre ici de la durée de la session avec un graphique et le nombre de champs qui ont été anonymisés. Donc je vais vous demander juste un petit instant, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc je vais juste gérer ça rapidement. .anonymizer, voilà, redémarrer. Ça devrait être bon d'ici 10 secondes. Parfait. Donc je me retrouve à nouveau ici dans l'interface, le studio.anonymizer, et j'allais vous présenter donc la détection. La détection, comment ça marche? Donc je me rends dans détection, je lance une nouvelle détection, je choisis le jeu de règles que je vous ai présenté, qui est mon jeu de règles démo. Ici, le type de projet dans lequel je souhaite faire une détection, ça va être une base de données, donc MySQL, et le schéma, ça va être donc mon schéma démo. À partir de là, je peux lancer la détection, donc avec toutes les règles qui étaient présentes dans mon jeu de règles démo, et je vais pouvoir ensuite afficher le résultat. Donc le résultat est terminé, je peux afficher donc le résultat qui est sous forme de tableau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se lit ligne par ligne. Donc si je prends la première ligne ici, ma règle IBAN que je vous ai présentée m'a permis de détecter la colonne IBAN dans ma table account dans mon schéma démo. Avec ici des informations sur la détection,
Donc la détection s'est faite sur les métadatas, donc les field names, mais également grâce à la détection qui s'est faite directement sur les données à partir de l'expression régulière. Évidemment, on n'est pas à l'abri de tomber sur des faux positifs, car pour vous donner un exemple, France, c'est un prénom, mais France, c'est également un pays. C'est pourquoi ici, on vous offre la possibilité d'obtenir un échantillon sur votre résultat de détection. Et comme on peut le voir ici dans mon échantillon, il s'agit bien d'IBAN. Donc j'ai bien le BE, avec ici la suite donc, des digits qui représentent un IBAN. À partir de là, j'ai la possibilité de créer mon projet automatiquement à la suite de mon résultat de détection. En cliquant juste ici sur Créer mon projet, je peux, à partir donc du résultat de détection, choisir les champs que je souhaite garder dans mon projet et les champs que je souhaite rejeter de mon projet d'anonymisation. Ce qu'on conseille en général, c'est de tout désélectionner et de choisir un à un les champs que je souhaite anonymiser. Dans mon cas, ça peut être par exemple le code postal, ça peut être l'adresse, ça peut être les noms de famille, et à partir de là, je peux créer mon projet automatiquement à partir de mon résultat de détection. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que comme je vous l'ai présenté, j'avais déjà 2 projets qui étaient déjà créés, mon projet MySQL et mon projet PostgreSQL. Avant de les exécuter, je vais revenir ici sur Dbeaver, le gestionnaire de base de données, que je vais ouvrir en 2 exemplaires. Ça va me permettre de vous présenter l'avant-après anonymisation. Donc là, pour vous montrer, si je rafraîchis à droite mes données, ça ne bouge pas. Maintenant, je vais exécuter mon projet. Clic droit, exécuter. Mon projet MySQL va être lancé en cours d'anonymisation. On est bien le 5 avril 2023, midi 42. Mes 2 projets ont bien été exécutés. On va pouvoir afficher le résultat dans Dbeaver. Donc ici, si je garde les données originales à gauche et que je rafraîchis à droite, on pourra voir que Chirel Dimpre a été anonymisé en Kenan Isar. Car comme je vous le disais, un des points forts de notre outil, c'est de garder l'exploitabilité de la donnée. J'ai remplacé un nom par un autre nom, un prénom par un autre prénom. Pareil pour la date de naissance, ici j'ai fait un choix d'anonymisation. J'ai décidé d'anonymiser la date de naissance de manière totalement aléatoire. Mais j'aurais très bien pu garder par exemple ici l'année de naissance et anonymiser uniquement le mois et le jour. Ou garder l'année et le mois et anonymiser que le jour. Si je me décale encore un peu vers la droite, on peut voir que donc, le numéro de téléphone a bien été anonymisé, le mobile de même. Et pour le mail, on va retrouver la cohérence intra-base de données, comme je vous le disais, avec ici le prénom et le nom anonymisé, Kenan Isar, que j'avais juste au début. Pareil pour le numéro de sécurité sociale, ici, on va toujours garder cette cohérence, c'est-à-dire que je vais garder en premier digit le genre de la personne, ensuite 50 qui correspond à son année de naissance, et 09 qui correspond à son mois de naissance. Si je reviens ici, on retrouve bien 5009. Pareil, je vais retrouver le Twitter anonymisé en cohérence avec le prénom, le Facebook de même, Kenan Isar. Si je me place maintenant dans ma table adresse et que je rafraîchis toujours à droite, on peut voir que 72 routes de Noyer a été anonymisé en 33 routes du milieu, à Moez dans le 17780. Comme pour les noms et les prénoms, ici j'ai utilisé un annuaire, c'est-à-dire que ici, si on cherche sur Google Moez, je vais tomber bien sur le 17780. Ensuite, si je me place dans ma table adresse et que je rafraîchis toujours à droite, on peut voir que le numéro de compte 1549 a été anonymisé en 8008. J'ai une nouvelle date d'ouverture. Et donc, si je décompose l'IBAN, on va retrouver ici, par exemple, le 8008 dans mon IBAN, juste ici. Pareil, j'ai fait un choix d'anonymisation. J'ai décidé de ne pas anonymiser le code banque, et comme on peut le voir ici, il n'a pas été anonymisé, il est toujours, j'ai toujours la valeur d'origine qui est présente, 123.12 qui est toujours ici, et qui est toujours présente dans l'IBAN également. Pareil pour le code bureau, j'ai décidé de l'anonymiser, 37530 a été anonymisé en 41027, que je retrouve toujours dans l'IBAN, 41027. Avant anonymisation, mon client 1 possédait 3 comptes. Après anonymisation, mon client 1 possède toujours ces 3 comptes. Donc ici, on va respecter tout ce qui est contrainte d'intégrité, contrainte fonctionnelle, contrainte métier, pour toujours avoir des données qui seront exploitables pour les métiers. Pour finir, donc j'ai ma base PostgreSQL, et si je rafraîchis toujours à droite,
Cette fois-ci, on va retrouver la cohérence inter-base de données qui est respectée. Donc je vais toujours retrouver mon Kenan Izar, avec ici sa nouvelle adresse, la ville, son mail qui est toujours en cohérence cette fois-ci inter et intra-base de données. Et j'ai mon champ commentaire dans lequel je vais retrouver les données personnelles anonymisées, telles que le prénom, le nom, ainsi que son adresse. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Qu'est-ce qui vous différencie de produits concurrents? Qu'est-ce qui nous différencie de produits concurrents? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vos points forts. Nos points forts, je vais revenir sur les slides. Les points forts de la technologie, c'est qu'on est capable de faire de la détection donc dans vos bases de données et dans vos fichiers plats pour venir détecter les données sensibles, donc au travers des règles. On est capable de faire de l'anonymisation irréversible, mais également de la pseudonymisation. Donc on fait les deux. On a une technologie donc, qui est basée sur l'homonymie et le cache. L'homonymie, comme je disais, c'est le fait de remplacer un nom par un autre nom, un prénom par un autre prénom. Et c'est ce qui permet en fait de garder l'exploitabilité des données pour les métiers du test, pour les développeurs, ou même pour l'outsourcing. Et le cache, c'est une technologie qui permet de gérer en fait toute la cohérence, donc que ce soit au sein d'une même base de données ou au travers de différents types de bases de données. On est également interfaçable et personnalisable au travers des scripts Groovy. Est-ce qu'on a une autre question, peut-être à poser à Rémi Sino, d'Arcade Software? Rémi, vous êtes à quel endroit? Le numéro de stand? On est au stand qui est situé à l'entrée à gauche, c'est le A4, je crois. A6 A4-6. Voilà, c'était les dans deux. Dans le forum exact, dans le côté Exatrust. Ouais. Ok, ça marche. En tout cas, merci de cette démonstration. Merci à l'équipe Arcade Software également de nous avoir accompagnés pour ce moment donc, entre autres de début d'après-midi. Tout à l'heure, d'autres démonstrations et évidemment présentations. Je vous donne rendez-vous avec Orange à 14h et si on fait un petit peu teasing à 14h35, nous aurons la société Sopra Steria qui nous parlera de l'utilisation donc entre autres d'un SIEM comme cockpit de la supervision de sécurité au sein donc de son SI. Merci à vous, bon après-midi et à tout à l'heure. Désolé.